projet international consacré à la position du gouvernement. La récréation est terminée. Sommet Chine-Afrique, comprendre les enjeux de cette grande rencontre au sommet, eh bien, c'est le menu de notre édition d'appel sur le continent de ce jour. Et bien sûr, le 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra les 3 et 4 septembre prochains à Pékin, sur le thème « La Chine et l'Afrique, communauté de destin et partenariats mutuellement profitables ». La grande messe comprendra donc 27 side events, dont la 6e conférence sino-africaine des chefs d'entreprise. Le point de départ se fera sous forme d'un panel de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants des milieux d'affaires et des bailleurs de fonds. En somme, les questions économiques seront d'actualité. Et bien ce soir avec vous, nous essayerons de comprendre l'importance, les enjeux et les implications de ce grand rendez-vous. Que pensez-vous de la coopération sino-africaine? En quoi est-elle différente de celle avec les partenaires traditionnels? Est-ce bénéfique pour le continent africain? Sinon, quelles sont selon vous les zones d'ombre de cette relation et comment les surmonter? On en parle. La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations. La seule chaîne libre dans le monde, c'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse. Et comme toujours, cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre édition d'Appel sur le continent, l'émission des téléspectateurs, la palabre intellectuelle. Ici, vous et nous réfléchissons pour trouver des solutions aux maux qui minent notre continent, l'Afrique. C'est votre tribune en tout cas. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet très important, c'est-à-dire la coopération. La coopération entre la Chine et l'Afrique, puisque dans quelques jours seulement, les États africains s'asseoiront à Pékin autour d'une même table avec la Chine pour parler de l'avenir entre ces deux entités. Et bien sûr, il sera question de parler d'une communauté de destin et surtout d'un partenariat mutuellement profitable. Communément, on dit de cela un partenariat gagnant-gagnant. Eh bien, vous, quel regard vous portez sur les relations sino-africaines? En quoi sont-elles différentes de celles avec des partenaires traditionnels, c'est-à-dire ceux-là qui ont colonisé la plupart des pays africains? Est-ce que cette relation est profitable au continent africain? Sinon, quelles sont les zones d'ombre que vous semblez trouver à cette relation et comment les surmonter? Voilà toutes les questions que nous vous posons en ce moment, téléspectateurs d'Afrique Média. Vous faites bien donc de rester scotchés sur la télévision panafricaine. L'honneur est à vous, la tribune vous est ouverte, vous nous appelez à tout moment pour réagir, mais pour vous aider à planter le décor, je vous propose, avec la complicité de la réalisation assurée aujourd'hui par Daï Nathan, un élément, un mini-doc qui nous rappelle en tout cas ce que la Chine a fait jusqu'ici et de quand datent les relations sino-africaines. Le tram Madaraka Express est en service depuis quelques mois maintenant. Construit par les Chinois, c'est une ligne à rail standard. Ceci n'est qu'un des nombreux exemples de construction d'infrastructures par la Chine en Afrique. Le train fait la liaison quotidiennement entre Nairobi et la cité portuaire de Mombasa et les usagers sont de plus en plus nombreux. La demande des passagers explose littéralement. C'est une immense surprise pour nous. On ne s'imaginait pas du tout cela au début. Les usagers sont très enthousiastes. La demande est très forte, c'est vrai. C'est un chantier important pour les Kenyans, pour ceux qui se rendent souvent à Mombasa. C'est un grand progrès. Je suis de Virginie aux États-Unis. C'est vraiment cool. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est confortable et très rapide. J'adore. Les experts estiment que le train a changé la donne au Kenya et dans toute l'Afrique de l'Est. C'est un symbole du partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique. The monumental achievement
Le plus grand succès de la Chine en Afrique orientale et centrale est indéniablement la construction de la ligne ferroviaire Nairobi-Mombasa que nous appelons Madaraka Express. Je pense qu'elle est l'expression d'une relation saine entre l'Afrique et la Chine. Ce n'est pas du colonialisme, c'est une libération. En vérité, le concept d'une relation gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique n'est pas nouveau. Il remonte aux années 1950. En 1955, la conférence de Bandung a marqué la première rencontre entre les pays asiatiques et africains. Le but était de couper les liens avec l'Occident colonisateur et de renforcer l'amitié entre les deux continents. Des dizaines d'années plus tard, force est de constater que cette amitié perdure sous la forme du Forum de coopération Chine-Afrique, le FOCAC. En décembre 2015, le président chinois Xi Jinping s'est rendu en Afrique du Sud pour réaffirmer les engagements de la Chine en Afrique. Cet événement organisé sur le sol africain rassemble tellement de chefs d'État. Le document qui a une rencontre de la FOCAC a détaillé le programme d'industrialisation de l'Afrique qui est l'avenir des relations sino-africaines. Trace dans tout le continent, tout comme le nouveau réseau ferré qui relie des pays et des villes de manière inédite. Qu'est-ce qui pousse la Chine à poursuivre son engagement en Afrique? Pour le savoir, direction Beijing. Je pense que la Chine et l'Afrique ont de nombreux points en commun. On sait tous que la Chine est la deuxième économie mondiale et qu'elle a une longue expérience de développement de zones économiques spéciales et de construction de bâtiments. Elle a aussi fait ses preuves dans la lutte contre la pauvreté. En effet, l'Afrique a besoin de l'expertise proposée par la Chine. Mais qu'obtient donc la Chine en retour? Économiquement parlant, nous savons que la Chine a connu un développement économique extrêmement rapide et nous manquons de ressources. Nous avons besoin de cuivre, de pétrole et j'en passe. L'Afrique possède ces ressources et nous avons besoin d'un bon marché. Il y a plus d'1 milliard d'habitants en Afrique, il y a 54 pays. Ce continent a un potentiel énorme. C'est justement ce besoin de la Chine en ressources africaines qui a déclenché les critiques de néocolonialisme. Mais les experts que j'ai rencontrés rejettent ces accusations. Au temps de la colonisation, si je ne m'abuse, les ressources ont été extraites de force du continent africain. C'est la première différence. Les colonisateurs sont venus, ils ont conquis des terres et ont pris les ressources. Maintenant, c'est totalement différent. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'un pays puisse arriver en Afrique et prendre toutes les ressources sans aucune contrepartie. Nous sommes sur un pied d'égalité. Je dirais que la Chine décrite comme une puissance coloniale ou néocoloniale est un acte de propagande, mais la réalité est tout autre. L'idée est que c'est plutôt un partenariat entre gens égaux, empreint de respect mutuel et dans un esprit gagnant-gagnant. La Chine est également accusée de contrôler les ressources naturelles en Afrique. En réalité, la majorité des minéraux et du pétrole sont exportés vers les pays européens, les anciens colons. L'investissement chinois est essentiellement dans les services et les industries manufacturières. He Wenping affirme que les Chinois sont là pour aider les Africains à se développer et leur donner de l'autonomie. Bien sûr, l'aide de la Chine n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. La plupart des choses, je pense, devraient être faites par les gouvernements africains, les Africains eux-mêmes. Nous proposons notre aide pour montrer notre sincérité, pour montrer que nous pouvons faire les choses main dans la main avec l'Afrique. Voilà, c'était donc cet élément pour planter le décor, rappeler ce que la Chine a déjà fait, en tout cas sur le continent africain, jusqu'ici, ou est en train de faire, mais aussi retourner à l'historique des relations sino-africaines. Et comme nous l'attendions, il est déjà là, notre consultant du jour, c'est bien sûr Dr Edimo Georges, économiste, qui est avec nous aujourd'hui. Docteur Edimo, bonsoir, bienvenue à Appel sur le continent. Merci, bienvenue et je souhaite toujours de très bonnes choses à nos téléspectateurs qui, de par le monde, accordent de l'attention à ce que nous disions ici, qui valorise en fait le projet de l'Afrique Média dans tout le monde. Alors, docteur Edimo, on sait que les 3 et 4 septembre, vont se tenir en Chine, où va se tenir en Chine ce grand sommet du Forum sino-africain. Déjà, quel est le regard que vous portez sur les relations sino-africaines?
Ben écoutez, je pense que la Chine est certainement le principal partenaire de l'Afrique en ce jour. La Chine, il faut peut-être le rappeler, c'est un grand pays qui a vu ses revenus par habitant multipliés par 25 en l'espace de 40 ans, donc de 1977 à 2017. On a vu une progression énorme, du jamais vu dans l'histoire, la longue marche de l'espèce humaine. Je tiens toujours à rappeler que l'Europe et l'Amérique ont vu seulement multiplier les revenus par habitant par 10 en 200 ans. La Chine a multiplié par 25 en 40 ans. Ça veut dire beaucoup de choses, mais surtout, elle n'a pas seulement multiplié, mais elle a participé dans cette montée en puissance avec les pays du Sud et principalement l'Afrique. L'Afrique a pu tirer profit de cette envolée de l'économie chinoise, notamment entre 2000 et 2014, et au lendemain de la crise que nous avons subie. Voilà à nouveau la Chine qui nous tend le témoin comme pour dire nous sommes ensemble, même dans les moments difficiles, et on va aller ensemble demain, parce qu'en 2030, il faut bien souvent le rappeler, le PIB de la Chine pèsera 2 fois celui des États-Unis. Il sera autour de 38 000 milliards de dollars contre à peu près 28 000 milliards pour les États-Unis en 2030. Et à cette époque, l'Inde aura rattrapé les États-Unis. Je crois que c'est des projections extrêmement pertinentes pour notre continent. Ce qui est intéressant de savoir pour nos téléspectateurs, c'est que la Chine, malheureusement ou heureusement, selon le cas, est arrivée également à ce point où elle ne peut plus continuer à croître sans associer les industries de l'Afrique. Parce qu'en ce moment, les coûts de production africains sont le 5e de ceux de la Chine. Donc pour que son industrie reste compétitive au plan mondial, il faut qu'elle délocalise un certain nombre de capacités de production, et c'est beaucoup de nouveaux emplois, à peu près 85 millions d'emplois qui doivent être délocalisés, surtout parce qu'il y a également 100 millions de Chinois qui vont malheureusement entrer à retraite ou mourir, et leur le cycle normal, voilà, et il n'y a pas la relève, donc automatiquement il faut que ces capacités de production, comme elles étaient parties du Japon dans les années 80 pour l'Asie du Sud-Est, donc Taïwan plutôt, Hong Kong, Singapour, Corée, pour rejoindre par la suite la Chine vers la fin des années 80. Aujourd'hui, à nouveau, elle va quitter l'Asie pour rentrer en Afrique. Donc c'est une symbolique extrêmement forte. Mais comment vous expliquez cette expansion de la Chine, si je puis le dire ainsi? Écoutez, à la différence des autres pays européens, les grands émergents ont des marchés immenses. C'est des pays continents, donc des pays où vous pouvez réaliser des économies d'échelle extraordinaires. Et où, entre-temps, les classes moyennes ont émergé, et les classes moyennes supérieures sont devenues presque la moyenne de la population chinoise. Le facteur habitant aurait-il joué absolument. Disons que l'effet taille, comme nous l'appelons ici, l'effet taille a été extrêmement important, aussi bien en Chine qu'en Inde, et même qu'au Brésil et en Indonésie. Parce qu'en fait, on ne le dit pas souvent assez, mais l'Indonésie sera la 3e puissance mondiale d'ici 2030. La 4e plutôt. Après, entre l'Inde et les États-Unis vont se disputer la 2e place. Et l'Indonésie vient après. Ensuite viendra l'Allemagne et le reste. Et le clin d'œil vis-à-vis de l'Afrique, qu'est-ce qui a pu attirer la Chine vers l'Afrique? D'où lui vient cet appétit? Parce que dans presque tous les pays, dans les 54 pays, on retrouve quand même, il y a une trace de la Chine. Écoutez, c'est un long partenariat. Nous avons fait partie
du groupe des non-alignés, nous avons fait partie de plusieurs groupes. J'aime toujours le rappeler, à un moment donné, le premier président camerounais se rendait souvent à Madoaïdjo en Chine, voir ce qu'on appelait le grand timonier, donc Mao Tse-tung. Donc il y a des relations assez solides depuis bien longtemps entre la Chine et l'Afrique, mais il faut également dire que l'Afrique c'est quand même le gâchis écologique, c'est le gâchis géologique, avec les matières premières dans tous les sens, des matières premières, le scandale géologique. Donc la Chine a intérêt à regarder de ce côté, surtout que, entre-temps, il faut dire qu'elle-même doit continuer à transformer des matières premières. Ce que les Européens et les Américains n'ont pas fait, elle veut le faire en Afrique, c'est-à-dire... Il y a des minéraux qui sont, en tout cas, qui intéressent plus la Chine que d'autres pays. Il y en a certainement, mais le problème n'est pas là. Le problème est que les autres n'ont pas voulu intégrer l'Afrique dans les chaînes de valeur internationales. Vous savez, on ne s'enrichit jamais en vendant du bois à l'état brut, ou le pétrole à l'état brut, ou le cacao à l'état brut. Mais la Chine, dans son partenariat gagnant-gagnant, a décidé de nous introduire ce que la France ni les autres n'ont pas fait dans ces chaînes de valeur internationales. D'où le voyage du chef de l'État. En fait, il y a 3500 milliards de francs qui sont dans le pipe et qui doivent être investis dans les secteurs comme la télécommunication, l'industrie, le transport, etc. etc. Et vous le savez certainement, le Cameroun est quand même le 4e destinataire des financements chinois sur le continent pour l'avenir. Donc ça veut dire que port d'entrée de la sous-région Afrique centrale et point de raccordement direct vers l'Afrique de l'Est, donc à travers le projet, notamment le grand projet de l'amour. Voilà, donc ce pays qui en plus a reçu la chance d'être raccordé au continent américain par un câble à fibre optique, donc qui devra être servi jusqu'au Brésil, donc qui devra normalement donner la bande passante à beaucoup d'autres pays, ce qui va décupler ses capacités dans l'économie numérique dans les années à venir. Donc ce pays est naturellement appelé à travailler vraiment main dans la main avec l'Afrique, avec la Chine, surtout dans le projet de la nouvelle route de la soie. Alors, comme je le disais, docteur Edimo, l'émission, elle est beaucoup plus celle des téléspectateurs, donc d'un moment à l'autre, ils vont appeler pour réagir, pourquoi pas poser aussi des questions, puisque vous êtes notre consultant du jour, et les messages également, on peut les recevoir, vous connaissez tous les canaux de réception, nous n'attendons que votre réaction à tout moment. Docteur Edimo, avant de poursuivre, je vais vous proposer un très court extrait du président de la République du Cameroun, c'est-à-dire Paul Biya, et qui parlait justement en quelques secondes des relations sino-africaines. On va l'écouter, on revient juste après. Absolument. Qu'est-ce que vous apporte la Chine? Qu'est-ce qu'apporte la Chine au Cameroun aujourd'hui? Oh, beaucoup d'amitié, certains projets, on coopère, comme avec la France, mais la Chine n'enlève rien à personne. Voilà. Docteur Edimo, voilà ce qu'a dit le président du Cameroun, Paul Biya. Quand on écoute ça, et ma question revient justement, en quoi la relation avec la Chine est-elle différente d'avec celle des partenaires traditionnels? Mais le chef de l'État l'a dit, la Chine n'enlève rien à personne. Ouais, alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Oh ben écoutez, je pense que la Chine, il faut le dire, s'est distinguée, comme je le disais précédemment, par sa capacité d'ouverture, sa capacité d'adaptation, sa capacité à cerner nos problèmes réels, qui sont les problèmes d'un pays qui est encore englué dans les crapes à pauvreté. Donc la première démarche de la Chine, je vous achète le maximum de matières premières et j'exporte vers vous
des matières premières, plutôt des produits manufacturés qui sont à la portée et à la hauteur de la bourse des Camerounais moyens. Et c'est ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, tout le monde quand même se chausse, s'habille, fait ceci et cela. Avec la Chine, fait ceci et cela. Avec la Chine. La Chine est partie plus loin, elle a dit, je vais délocaliser des pans entiers de mon industrie, puisque, comme je le disais précédemment, les coûts de production sont en train de monter. J'ai tenté de le faire avec le Vietnam, avec le Bangladesh. Ça a marché jusqu'à un niveau, mais aujourd'hui, même dans ces pays qui sont mes voisins, les coûts de production sont déjà très élevés. Donc, je vais regarder du côté de l'Afrique, et c'est comme ça qu'elle a délocalisé d'importantes capacités de production, surtout de l'industrie textile, vers l'Éthiopie, vers le Sénégal, vers l'île Maurice et vers le Kenya. Mais elle a fait également dans les nouvelles technologies, notamment l'industrie Huawei, dont le téléphone portable. Depuis l'an dernier, il y a des chaînes de montage en Afrique du Sud. Et bon, tout le monde le sait, bientôt c'est l'automobile également, avec une plateforme à Kribi, donc la ville portuaire en puissance du Cameroun. Bon, et il y a beaucoup d'autres articulations qui se mettent en place. Je pense que la Chine, c'est un partenaire qui comprend nos problèmes, qui sait que nous avons... Comprend-elle mieux que les autres? Oui, certainement, puisque les Chinois sont prêts à faire des routes pour nous de qualité parfois meilleure que celle que nous offrent nos partenaires traditionnels, dans un délai beaucoup plus rapide, mais à des coûts beaucoup plus attractifs. Donc, tenant compte du fait que nous avons besoin de réparer nos infrastructures à des coûts qui soient à notre portée. Voilà, donc je pense que la Chine fait beaucoup pour nous. Elle fait beaucoup pour nous, mais en même temps, j'aime aussi que l'Inde entre dans cette compétition pour qu'elle puisse faire encore mieux. En tout cas, et justement pour vous qui avez ce vécu, et surtout en votre qualité quand même d'expert dans le domaine, comment étaient les relations avec les autres partenaires traditionnels? Ben écoutez, les relations avec les autres partenaires ont souvent été des relations pas très amicales, des relations très verticales, du donneur au receveur, pas d'échange, et surtout j'ai l'impression que cette dimension purement humaine n'était pas suffisamment articulée. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Afrique au courant des années 80-90. C'est quand même 85-90% des pays africains qui ont eu une croissance médiane égale à 0. C'est-à-dire que au moment où nous avons eu à faire face à des problèmes très sérieux, nos partenaires traditionnels ne sont pas venus nous aider. Ces partenaires nous ont orientés vers le Fonds monétaire international, qui a sorti, malheureusement, je n'aime pas m'exprimer comme ça, mais malheureusement, il faut le dire ainsi, la grosse chicotte qui nous a dit, ben, écoutez, il n'y a pas 10 solutions, il y a une ou deux solutions, vous devez choisir, mais sachez que d'une part, il y a gel des budgets infrastructurels, retenez également qu'il y a désormais gel des recrutements dans la fonction publique, retenez également qu'il y a réduction et des salaires et réduction des effectifs dans la fonction publique, ce qui a fait naturellement couler nos économies urbaines qui étaient déjà en train de monter. Une fois que vous réduisez le pouvoir d'achat des fonctionnaires qui à ce moment représentaient l'essentiel de la classe moyenne, naturellement vous forcez toute l'industrie naissante à fermer.
Et c'est ce qui s'est passé. Et on a vu ce qu'il y a eu. Donc une montée en puissance du chômage, la chute des taux de croissance. Et comme je le disais précédemment, au cours des années 80-90, la croissance médiane des pays africains a été en moyenne de 0%. Ça veut dire que nous considérons que ces 2 décennies, nous économistes, nous les appelons les décennies perdues pour la croissance. Très bien. Docteur Edimon, on va faire notre premier tour vers le standard pour voir la réaction de nos téléspectateurs. Adolphe nous appelle justement de la Côte d'Ivoire. Adolphe, bonsoir, bienvenue à Appel sur le continent. Bonsoir. Bonsoir, Poché. Donc, je voudrais tout d'abord merci à Galaxie Patriotique et à tous les panafricains de parler tant de nous dédier sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais tout d'abord saluer le président Justin Savo, le président de l'Afrique, cette initiative. Convenez avec moi que le lutteur la liaison avec Adolphe n'est pas très bonne. La liaison avec Adolphe n'est pas très bonne en Côte d'Ivoire. Va-t-on relancer avec peut-être quelqu'un d'autre qui nous appelle? Adolphe, le temps de régler tout cela, on va prendre un autre appel. On va réessayer. Allô, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir. Qui nous appelle? Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, on vous reçoit ici. Allez-y, parlez. Oui, bonsoir, monsieur Bachir. Ouais. Je voudrais intervenir face à l'émission. Oui. Oui, je suis monsieur Romuald Djedja. Oui. J'appelle de Limé. Oui. Bon, en fait, je voulais profiter de l'émission. Je parlais d'abord Afrique Média pour tout le travail qu'il déploie, pour la consolidation des peuples africains. Ce que je voulais dire par rapport aux émissions précédentes, c'est que cette émission sert un peu des leçons à ceux qui tirent à boulet sur nos chefs d'État et qui ne comprennent pas la pression, n'est-ce pas, que c'est suivi dans l'obscurité. Donc, vraiment, je vous encourage beaucoup et je vous remercie tout de même d'aller de l'avant. Merci. Merci Romuald pour cet appel. Donc, depuis Lomé, me dites-vous. Et bien sûr, on va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Qui nous appelle? On va réessayer avec Adolphe pour voir si ça va mieux. Adolphe? Oui, allô? Voilà. On y va ici. On réessaye avec vous. On vous écoute. Allô? Oui, c'est Adolphe de la Côte d'Ivoire. Bon, tout d'abord, je disais tantôt que alors, apparemment, ça s'est coupé encore avec notre ami Adolphe. Et ça va se régler très rapidement. Le temps pour nous de nous retourner vers vous et la technique est en train de faire son travail. Docteur Edimon, alors, dans nos recherches, on se rend compte que le volume des échanges commerciaux sino-africains sont passés de 10 milliards de dollars en 2000 à 170 milliards en 2017. D'où notre question. Alors, comment expliquer tout cela? Comment expliquer le fait que la Chine, quand même, pompe des dollars sur le continent africain? Est-ce que c'est tout simplement de manière philanthropique? Non, certainement pas. La Chine a une ambition. La Chine, elle est technique, elle est subtile, mais elle a une ambition. L'ambition, c'est naturellement de ressurgir à la place qui était la sienne il y a 6 siècles. La Chine pesait quand même 60% de l'économie mondiale il y a 6 siècles et représentait plus du tiers de la population mondiale déjà à cette époque. Donc la montée en puissance de la Chine de ces dernières années, c'est beaucoup plus une resurgence en fait. Mais c'est un pays
avec une culture très raffinée, qui n'aime pas trop faire beaucoup de boucans, qui préfère aller doucement, méthodiquement, sans brusquer qui que ce soit, mais en regardant très concentré sur le rétroviseur et également sur les caméras. Donc elle regarde derrière, elle regarde devant, elle sait d'où elle vient. Ça a été un pays pauvre, très pauvre, j'aime bien le rappeler. La Chine pesait 1% du PIB mondial dans les années 90. Aujourd'hui, elle pèse 15% de ce PIB. Et dans les années 90, les États-Unis pesaient 22% du PIB mondial. Ils pèsent aujourd'hui 15% de ce PIB, comme la Chine. Donc la Chine est consciente du fait qu'elle vient de loin. Elle sait qu'elle peut aller plus loin. Pourquoi? Parce que, justement, elle a les ingrédients qui lui permettent d'aller plus loin. Elle a la population, elle a le marché, près de 60% de la population chinoise est moyenne et moyenne supérieure. Donc ça veut dire que c'est une économie qui peut se porter d'elle-même sans même regarder à gauche ou à droite. Très bien. Donc c'est normal qu'elle mette de l'argent partout ailleurs. Très bien. Merci, docteur Edimon. On reste avec vous et surtout avec ces téléspectateurs qui nous appellent. On va au Ghana. Pasteur Soa, bonsoir. Bienvenue à Appel sur le continent. On vous écoute. Quel est le regard que vous portez sur la relation sino-africaine? Ouais, bonsoir Bachi. Bonsoir. Bachi, que Dieu te bénisse. Je salue l'invité de ce soir. Merci. Et il faut dire que le regard que je fais réellement sur Afrique-Chine, j'ai dit d'abord, je trouve ça salutaire. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre dans les relations Chine-Afrique, c'est que souvent, lorsqu'on a compté souvent sur la Chine souvent a lâché l'Afrique. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, la Chine ne comprend pas son système sur le plan sécuritaire, sur le plan même défense, mais on constate que c'est le commerce. Et à part ça, lorsqu'il y a une saison, il n'y a pas longtemps qu'on a eu l'impression que le coup d'État qui s'est passé, Nagagwa, ce qu'il a opéré en Zimbabwe, on a eu l'impression comme si la Chine s'était imprégnée dans cette affaire. Donc, sinon, les positions en Afrique, au contraire, ça nous fait du bien parce que ça nous permet également d'avoir d'autres partenaires. Et quand nous prenons aussi le cas du Cameroun où la Chine aussi s'est beaucoup investie dans les autres pays, c'est bien. Maintenant, hormis ça, sur le plan sécurité, qu'est-ce que la Chine fait réellement pour pouvoir apporter quand même une sécurité à l'Afrique? Voici, c'est pourquoi nous saluons l'arrivée des Russes. Et l'arrivée des Russes, non seulement qu'ils sont là, mais ils sont en train d'apporter en tout cas une sécurité au niveau de la Centrafrique. Et nous venons d'apprendre encore qu'au niveau de Burkina, le Burkina même vient encore de signer un accord militaire de défense même avec la Chine par rapport à beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, voici les Chinois, c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre un peu. Aujourd'hui, nous voulons quitter dans ce qu'on appelait également les comptes d'opération du franc CFA, qui est une escroquerie monétaire à la française. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faudrait qu'on ait une sécurité vraie. Parce que c'est ce que nos parents d'avant n'ont pas pu avoir, tel que le cas du président togolais Olympio, qui à son temps, qui devait avoir sa monnaie le 15 janvier 1963, et il a été tué. Et même Modibo Keïta, le Malien, en 62, qui est quitté dans le franc CFA, qui a eu sa monnaie, qui a été aussi tué, assassiné. Laurent Gbagbo, en 2011, le 15 mai, qui devait aussi avoir la monnaie ivoirienne, il y a eu un coup d'État. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons réellement notre monnaie, pour ne même pas que l'extérieur ou l'Occident puisse également nous bouter? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Il faudrait que l'Afrique ait sa souveraineté. Et la souveraineté, pas d'une souveraineté monétaire. C'est à partir de cette souveraineté que nous puissions vraiment avoir vraiment une disposition réellement de notre trésor public. Parce que notre trésor public est réellement ce qu'on appelle le compte d'opération dans les comptes de la France. Alors que les comptes d'opération
du franc CFA ne doit pas logiquement être logé dans les codes d'opération françaises. Ce n'est pas normal. Donc tout ça, c'est de ça qu'il est question. Bon, bah si, je vais finir sur le Cameroun. Excusez-moi si ce sujet n'est pas là, mais hier, j'ai voulu quand même intervenir. Mais puisque ici, on avait vraiment des pannes au niveau de la télévision, nous était vraiment difficile. Et hier, on avait dit avant-hier comme ça que Biya, Kabila disent non au financement extérieur élection. Donc, par rapport à cela, j'ai voulu quand même intervenir pour dire vraiment merci à Biya parce que d'abord, il faudrait que les gens reconnaissent ce que quand même Biya fait. Et l'intervention d'Arnaud Manga, il n'est pas sur le plateau, excusez-moi, mais l'intervention, ici au Ghana, on a trouvé ça un peu difficile. Parce qu'on a voulu vraiment qu'il tienne vraiment des propos, c'est-à-dire qu'il y ait un bon temps. Qu'il y ait vraiment un bon temps. Et à partir de ce bon temps-là, ça pourra quand même aider. Et il faut reconnaître qu'il est quand même à retirer également les bureaux de vote dans les casernes militaires. Il faut saluer ça. Mais on a vu que Arnaud Manga, ce n'était pas son problème et il disait autre chose. Donc, sincèrement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais comme il n'est pas sur le plateau, excusez-moi, mais c'est ce que j'ai voulu quand même dire, que nous trouvons ça d'abord salutaire. Bachir, que Dieu te bénisse, c'est par ça de le Ghana. Merci. Le Ghana. En tout cas, votre question, on l'a noté, et Dr Edimo répondra tout à l'heure, celle notamment de la Chine qui a souvent, dites-vous, lâché l'Afrique, notamment sur les questions sécuritaires et les questions de défense, et puis son implication, en tout cas, si l'on se réfère à ce que vous avez aussi dit, au départ de Robert Mugabe, du Zimbabwe. On en parlera tout à l'heure. Le temps de prendre cet autre appelant. Allô, bonsoir. Allô? Alors, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Qui nous appelle et d'où appelez-vous? Alors, il me semble que notre téléspectateur était en train de se réécouter. Allons donc prendre quelqu'un d'autre. C'est au Cameroun cette fois-ci. Allô, bonsoir. Qui nous appelle du Cameroun? Oui, je voulais vous dire alors, par rapport à l'intervention de la Chine là, quoi. Je vous appelle du Cameroun. Allô? Oui, allô. Éloignez-vous de votre téléviseur, s'il vous plaît, ou vous baissez le volume. Oui, il ne faut pas jouer. Alors, je suis en train de suivre l'émission, mais je n'entends pas mon appel là-bas. C'est pas un problème. On vous écoute. Oui. Non, on vous écoute. Allez-y, parlez sans chercher à vous réécouter. Je voulais vous parler de la Chine pour vous intervenir là. Oui. Oui, allô? On va reprendre l'antenne. Alors, quand vous appelez, s'il vous plaît, éloignez-vous de votre téléviseur ou vous baissez complètement le volume. Ça facilite les échanges entre nous. C'est ce qu'il faut faire. Essayons avec quelqu'un d'autre. Allô, bonsoir. Qui nous appelle et d'où appelez-vous? Alors, le temps d'arranger tout cela, Dr Edimo, Pasteur Soa a évoqué en tout cas quelque chose qui revient dans la plupart des préoccupations de nos téléspectateurs. Il parle d'une Chine qui ne regarde que l'aspect économique des relations. Oui, absolument. La Chine regarde essentiellement l'aspect économique des relations, mais cela se comprend également. La Chine est un pays qui arrive très nouvellement dans la scène internationale. Jusqu'aux années 90, début des années 90, le monde était bipolaire, dominé par les États-Unis et l'OTAN d'un côté, et l'Union soviétique et la Russie de l'autre côté. Voilà, ces puissances sont des grandes puissances nucléaires au départ. C'est des grandes puissances qui contrôlent le monde. Et même si la Russie, sur le plan économique et sur le plan stratégique, semble être un peu plus réduit que par le passé, ayant perdu beaucoup de ses partenaires, il faut quand même reconnaître sur le plan de l'armement et de l'aéronautique et de la sécurité mondiale, la Russie reste vraiment une puissance de premier ordre. Peut-être beaucoup
un peu plus développée peut-être même que les États-Unis. Oui. Donc je pense que la Russie, plutôt la Chine, est très stratégique. Elle n'a pas envie d'affronter ni la Russie ni les États-Unis sur ce terrain qui n'est pas son terrain. Le terrain de la Chine, c'est le commerce. Le terrain de la Chine, c'est l'économie. Le terrain de la Chine n'a jamais été la politique pure, ni l'hégémonie, la dispute de la position hégémonique. Oui. Je crois que sur le plan de l'hégémonie, la Chine l'a déjà au point de vue économique. Donc, naturellement, elle va attendre ce que le temps va faire pour que de manière naturelle, on lui donne également la possibilité d'entrer sur le terrain de la géopolitique. Donc, pour le moment, la Chine est dans le commerce, dans l'économie, pas trop dans la géopolitique. Elle laisse les États-Unis et surtout la Russie faire son affaire. Très bien. Merci, Dr Edimo. On retourne au standard. Allô, bonsoir. L'UNUS Lorient Fogap, bonsoir, depuis la ville de Tchang. Voilà, mon très cher Pachi. Bonsoir. Je voudrais saluer le docteur qui est sur le bateau. Alors, voyez-vous, qui possède tous les le signal n'est pas très bon. On n'a pas le bon retour avec l'UNUS Lorient Fogap, malheureusement. Essayons d'arranger tout cela. D'accord. Youssoufa nous appelle aussi et c'est du Cameroun. Youssoufa, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, je voulais parler par rapport aux Chinois. Est-ce que vous savez que les Chinois, là, ils sont venus tuer les Camerounais, ramasser leurs agents et amener chez eux en Chine? Comment vous expliquez ça? Non, je pose par rapport, voilà. Ils ont amené les motos chinois. Les Camerounais, ils font des accidents partout. Ils meurent partout en route. Ils frient même les beignets que c'est les Camerounais qui devaient frire. Vous croyez que c'est bien? Il n'y a pas la monnaie aujourd'hui au Cameroun parce que les Chinois ramassent nos 100 francs pour aller vendre, fabriquer les bijoux et venir nous vendre. Et vous supportez les Camerounais? Ces Chinois-là, ils doivent partir. On les veut plus au pays. C'est des mauvais gens. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Faites-nous partir, ces Chinois-là, on n'a plus besoin d'eux au Cameroun. Ils ont amené les motos au pont de Bouri pour tuer les Camerounais. Et d'ici, ils vendent les motos moins chères. Ils sont là, ils frient les beignets. Tout ce que c'est nous les Camerounais qui devons faire. Est-ce que c'est normal? D'accord. Très bien. Allô? Oui, on vous a très bien suivi en tout cas et c'est noté et rassurez-vous, certainement notre expert nous expliquera pourquoi on retrouve les Chinois même dans l'informel, hein. Ils font frire les beignets, pourtant c'est nous qui devrions le faire, c'est ce que vous nous dites Youssoufa. Merci en tout cas et nous retournons, on me fait savoir que l'UNUS Fogap nous revient. l'UNUS, bonsoir l'UNUS. Bonsoir Bachi, il y a le précédent téléspectateur qui vient de m'arracher un sourire. Je voudrais tout de suite rester dans sa logique, hein, rester dans la logique du précédent téléspectateur pour dire Bachi que dans un pays sérieux, hein, dans un pays sérieux, on ne laisse pas l'essentiel, par exemple d'un truc comme le port, géré par des étrangers. Ça ne se fait pas. Je comprends un peu ce que les précédents téléspectateurs voudraient dire. Savez-vous, Bachi, qu'en Éthiopie, les étrangers ne vendent pas le carburant? Les étrangers ne vendent pas le carburant en Éthiopie. Mais au Cameroun, vous passez partout, c'est Total et tout. Donc, je voudrais un peu rester dans la logique de ces téléspectateurs pour dire que je comprends en fait de quoi est-ce qu'ils parlaient. Bon, Bachi, pour revenir au sujet, de quoi est-ce qu'on parle? Un continent comme le nôtre qui possède tous les atouts, une demande, une jeunesse dynamique, existence de plusieurs minéraux. Bachir, pour que l'Afrique regorge près de 57% de réserves d'or, 50% de réserves de cuivre, 20% de réserves de pétrole, 25% de réserves d'uranium, 65%
de réserves de terres rares. Malgré tout ça, nous continuons à croupir dans la misère. Les Chinois sont dans la mendicité financière. Sommet Afrique, France, sommet Afrique, Asie, sommet Afrique, Europe, sommet Afrique, Russie. Mais c'est quoi ça? Un petit pays qui déplace tous les dirigeants. Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que nos dirigeants sont conscients du potentiel de l'Afrique? Est-ce que nos dirigeants savent ce que l'Afrique regorge comme potentialité? C'est le docteur Didiane Gadiou qui disait que si on faisait un vote pour demander aux gens de voter pour ceux qui croient à l'Afrique, les Africains voteront en dernière position parce que les Chinois savent ce que nous avons comme potentiel. Les Français le savent. Les Américains le savent, les Brésiliens, ainsi de suite. Mais nous continuons à faire des choses, moi, je ne comprends pas. On dit sommet Afrique-France. Au lieu de faire venir le président chinois ici, mais vous dépensez de l'argent, le kérosène, vous dépensez tout pour aller là-bas en Chine. Et après ça, on ne voit pas le développement. On ne voit pas le développement. Monsieur Fogap, est-ce que vous m'écoutez? Je vous écoute très bien. Oui, et dans cette même logique, il ne faut pas oublier quand même que ce n'est pas le premier sommet et le second s'était déroulé en terre africaine, en Afrique du Sud notamment. Non, mais on ne peut pas surfer sur, si vous m'écoutez, on ne peut pas surfer sur des mièvres indices comme ça là pour dire que les sommets se passent en Afrique. Ils ont organisé un petit truc la fois dernière en Afrique du Sud, mais généralement les sommets, c'est chez eux là-bas, c'est chez eux qui le font. Hein? Bachir, savez-vous que sur le milliard de pauvres que compte le monde, l'Afrique regorge 50%? Je le dis sur le contrôle du docteur Edimo qui est sur votre plateau. La part de l'Afrique dans la manufacture mondiale est de l'ordre de 1,5%. On ne produit rien en termes d'industrialisation. La part de l'Afrique dans le commerce mondial, c'est 2%. Donc tout ce que nous vendons à l'échelon international représente les 2%. Alors que nous avons une nature clémente. Je vous le dis, on a tout ce qu'il faut pour réussir dans ce continent. J'ai entendu le docteur dire au début de l'émission que le commerce Afrique-Asie représente près comment est-ce que dit que c'est le commerce le plus fructueux? Non, je m'inspire en faux contre cela pour dire que le commerce Afrique-Asie ne représente que 55%. Or, le commerce Afrique-Europe représente 65%. Moi, j'ai les chiffres, je parle avec les chiffres devant moi. Donc, Bachir, c'est pour dire en réalité que un continent comme celui-ci, qui a tout et qui ne parvient pas à réussir, pose un problème de leadership. On doit interroger le leadership africain. Nos dirigeants ne travaillent véritablement pas pour la souveraineté, l'autonomie et le développement de notre continent. C'est pour cela que nous continuons toujours à attirer l'attention de nos leaders sur ces différents problèmes que pose le continent. Donc voilà, c'était ça ma contribution. Merci à vous, Bachir. Allez, merci Lunis Fogap. Avant de retourner au standard, très rapidement, docteur Edimo, je crois que vous avez quelque chose à préciser, une réaction. Oui, juste une précision. Oui. Je comprends vraiment l'anxiété des téléspectateurs, je comprends aussi leur enthousiasme à vouloir voir l'Afrique passer au premier plan dans la scène internationale. C'est notre souhait à nous tous. Mais il faut savoir également qu'il y a des fondamentaux. On ne s'industrialise pas sans avoir une infrastructure. On ne peut pas se développer dans le commerce quand on n'a pas une infrastructure. Et je dis, la Chine est peut-être, à moins que je me trompe, l'un de ces continents ou l'un de ces partenaires qui a pensé que nous devons nous industrialiser et qu'il faut avoir le socle qui permet cette industrialisation. C'est pour cela qu'elle n'a eu de cesse d'investir et dans les ports en eau profonde, et dans les barrages, et dans les routes, en tout cas, c'est visible. Et dans tout ce qui nous permet, en effet, d'aller vers l'industrialisation, sans laquelle nous ne pourrons pas créer de valeur ajoutée. Ce qui n'a pas été fait en plus de 60, voire 100 ans de partenariat avec l'Europe. Ils ne l'ont jamais fait. Regardez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Il y a plusieurs barrages qui sont en construction, toujours sur financement chinois,
majoritairement, de ports en eau profonde. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais tout cela, c'est pour nous aider à avancer. Vous savez, on peut vous dire, ben écoutez, on vous donne de l'argent, industrialisez-vous, mais tant que vous n'avez pas l'infrastructure spatialement connective, vous ne pouvez pas vous industrialiser. Alors, comment se retrouve-t-il dans le secteur informel? Il y a Youssouf qui a appelé tout à l'heure, qui se plaignait du fait que même dans le petit commerce, on retrouve aujourd'hui les Chinois. Est-ce que cela ne contribue pas finalement à tuer l'activité en interne? Je veux dire, les nationaux ne se retrouvent plus finalement. Absolument. Je pense que c'est un phénomène qu'on a souvent décrié. Nous tous, nous le décrions amplement. Je pense que l'État, les pouvoirs en place doivent quand même prendre des dispositions pour orienter ceux qui viennent ici vers des secteurs qui ne créent pas de problèmes à nos populations. Parce qu'en fait, lorsque vous commencez à faire dans les beignets, et dans l'haricot, et dans le congrès, et tout le reste, naturellement, vous prenez la tâche de ce que ma soeur, ma petite soeur, ma mère du village pourrait faire, mais comme vous avez suffisamment de capital, vous pourrez peut-être le faire avec plus de moyens. Très bien. On va prendre d'autres appels et je rappelle que dans quelques minutes également, nous irons à Khartoum où se retrouve l'équipe d'Afrique Média, donc dans le cadre de ce dialogue entre centrafricains organisé à Khartoum, la capitale du Soudan. Nous irons d'un moment à l'autre de ce côté-là puisque nos envoyés spéciaux ont, me semble-t-il, de très bonnes nouvelles. Pendant ce temps, prenons d'autres appels. Et qui nous appelle d'autres? Allô, bonsoir. Derrick, vous nous appelez de Yaoundé. Bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier, bonsoir à l'Afrique, bonsoir Bachir. Bonsoir. Je suis Eric Tech depuis Yaoundé. Déjà concernant le sommet Afrique-Chine, moi je pense déjà que la Chine a déjà la bonne volonté de mettre ses moyens, sa technologie au service de l'Afrique, mais lorsque nous voyons déjà, lorsque ces moyens-là arrivent, la mise en adaptation de la pensée chinoise vis-à-vis de nos gouvernants, lorsqu'il faut déjà réaliser des infrastructures, on voit que rien ne se passe sur le terrain. Lorsqu'il y a un sommet comme ça, c'est tout le monde qui part avec des projets et des besoins de son pays. Mais une fois que le retour en ascenseur de la Chine revient vers des pays africains, la mise en œuvre devient difficile parce que là, les gouvernants ne pensent pas réellement à l'avenir des peuples, mais plutôt à leur présent et à leur présence, autant pour moi, et leur après-pouvoir. Donc je pense qu'il faut beaucoup accentuer le débat sur ce qui a été déjà reçu et ce qui a été réalisé effectivement. Je pense que ça va permettre à ceux-là qui vont partir dans quelques jours pour ce sommet de mieux encore projeter leur regard vers l'avenir. Merci et bonne continuation dans le débat. Allez, merci à vous également, Derrick, pour cet appel depuis Yaoundé. Plusieurs personnes d'ailleurs suivent cette émission à vos côtés. On peut les entendre parler, en tout cas dans nos oreilles. Merci pour la fidélité. Et nous restons toujours au standard. Cette fois-ci, on va justement en Asie et c'est en Malaisie. Jamal, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir à vous tous là-bas. Moi je ne pourrais pas tellement me plaindre puisque ça arrive au moment où nos présidents sont déjà à la fin de l'âge. Et il faut remarquer aussi à quel moment la Chine décide aussi de venir se faire des partenaires en Afrique. La Chine c'est 1 milliard, donc c'est vraiment différent de la France qui est je crois quelques millions. Donc les sommets comme la France et l'Afrique, ça ne doit plus exister, ça doit même disparaître parce qu'il est inconcevable de faire un sommet avec des mercenaires, hein, des gens qui financent le terrorisme, hein, des gens qui participent dans des meurtriers, que ce soit France 24 ou RFI, ça c'est des radios génocidaires. Donc parler d'un sommet avec ces gens, c'est vraiment de la merde. La Chine n'a même pas besoin de venir en Afrique, s'il vous plaît.
La Chine contrôle déjà l'Europe en économie et l'Amérique. Elle peut même se baser rien que là-bas. Alors, si elle décide de venir en Afrique, c'est parce qu'elle joue aussi sur la stratégie. La stratégie est laquelle elle sait bien que la dernière attaque qui pourra arriver vers elle et qui va atteindre aussi la Chine viendra de l'Europe et des États-Unis. Les deux vont se focaliser pour attaquer la Chine et la Russie. Pourquoi est-ce que la Corée du Nord a l'arme atomique déjà en ce moment? Elle est protégée par qui? Par la Chine. Regardez aux alentours de la Chine, en dehors de Taïwan. Il n'y a même plus un pays communiste aux alentours. Donc c'est pour ça aussi que même la Russie qui rentre, la Russie a vite compris que le pays qui dérange dans ce monde, c'est la France. En entrant en Afrique et en faisant tomber complètement la France, il y aura la paix dans ce monde. Il y aura une véritable paix. Parce que regardez un peu la France, combien de guerres elle a apporté. Et depuis que nous tournons avec les Européens, quel est le profit que nous avons eu? Le peu de temps que les Chinois sont venus ici, là, regardez les contrats qu'ils signent. Maintenant, c'est à nous de les faire respecter le cahier des charges. Hein? Si un Chinois vient acheter un terrain en Afrique, c'est même inconcevable. La faute revient à qui? Au ministre des Affaires territoriales et les différentes composantes. Parce que chez eux, je connais bien l'Asie, c'est un noir encore africain. Acheter une terre en Asie, c'est impensable, n'est même pas rêvé. Donc la faute revient à nous. C'est pour ça que j'insiste, je persiste en disant qu'il nous faut des nationalistes. Jamal? C'est les nationalistes, oui. Alors, juste pour toucher un autre pan de l'analyse, puisque vous êtes en Asie, vous y êtes depuis des années, mais comment est-ce qu'on explique le fait que la Chine vienne commercer avec des États qui, pour la plupart, connaissent le problème d'insécurité? D'où la question que Pasteur Soa nous posait tout à l'heure, pourquoi on ne retrouve pas la Chine, notamment sur les questions de sécurité et de défense? Comment commercer avec des États qui, a priori, sont dans l'insécurité? Non, mais attendons un peu. Ce n'est pas tous les pays de l'Afrique qui sont dans l'insécurité. L'Afrique, quand vous venez en Asie, hein, tous les pays de l'Asie, si elles sont développées, tous ces pays, s'ils sont développés, c'est grâce à l'apport de la Chine, économiquement, même financièrement. Vous allez voir que tous les pays de l'Asie, il y a des Chinois asiatiques dans tous ces différents. En Malaisie, vous allez voir les Chinois malais. En Indonésie, les Chinois indo, qui ont leur économie et qui les ont laissés la politique et qui ne se mixent pas dans les affaires de politique, ils font que le commerce. Donc ils viennent jusque gagnant. Je me rappelle une histoire où les Indonésiens ont décidé un jour de chasser tous ces Chinois pour dire non, ils le font passer, mais l'économie est tombée une fois. Par contre, en Afrique, ne disons pas qu'il n'y a pas l'insécurité, c'est à nous les Noirs de nous organiser. Le cas de la sous-région, par exemple, nous devons avoir une armée mixte comme nous avons eu avec Boko Haram. Ça doit être dans tous les cas en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, prêt à intervenir parce que nous avons en face de nous, plus précisément ce continent qui est l'Amérique et les États-Unis, qui sont les premiers déstabilisateurs de ce monde. Donc la Chine en ce moment, en venant aussi en Afrique, a besoin aussi des matières premières. Elle ne vivra pas seulement de ces matières premières qui sont vraiment faibles. Donc sa place en Afrique est vraiment intéressante. Même la... Bien, merci en tout cas Jamal pour la contribution. Eh bien, le dernier appel pour cette série, et on reviendra certainement vers vous, docteur Edimo. Et je rappelle que dès que possible, on va retrouver nos envoyés spéciaux à Khartoum. Alain Roche-Ngantia, bonsoir, bienvenue à cette édition d'Appel sur le continent. Vous l'avez suivi, nous parlons de la relation sino-africaine à travers ce forum, ce sommet du forum économique, en tout cas sino-africain, qui se tiendra les 3 et 4, c'est-à-dire dans quelques jours seulement. Les chefs d'État ont déjà, pour la plupart, foulé le sol chinois. Eh bien, on essaie un peu de comprendre les enjeux de ce sommet, même si nos compatriotes africains, jusqu'ici, émettent des préoccupations qui nous semblent en tout cas justes. On vous écoute, Alain Roche. Oui, bonsoir Bachir, bonsoir à tous ceux qui avant moi tous ceux qui m'ont précédé, quoi, et bonsoir surtout au docteur Edimo. Ouais, ce que je vais dire va peut-être surprendre les gens, mais ma lecture des relations sino-africaines est complètement différente de ce que beaucoup pensent. Les gens pensent que la Chine
va nous apporter de l'aide et venir implémenter l'aide et venir nous tenir la main à tel niveau. C'est pas possible ça. On se développe quand d'abord les gouvernements ont leur devoir d'approcher celui-là qui est un partenaire au développement, mais le peuple doit être prêt à porter le développement qu'on lui apporte. Malheureusement, pourtant c'est eux qui partent amener ce partenaire qui a développé les autres pays. Qu'est-ce qui nous manque? C'est la conscience du développement. Nous-mêmes, en tant que population, est-ce qu'on est prêt à se développer? Il y a une stature qu'on prend quand on veut se développer. Il y a un sentiment national de développement qu'on doit développer en soi-même. Il y a déjà dans l'éthique du développement, nous n'avons pas. Nous dormons et nous attendons que tout se fasse pour nous. Ce n'est pas normal. Je vous ai envoyé une vidéo, Bachir, qui explique comment l'Éthiopie a été portée en moins de 20 ans par la même Chine à un niveau où on l'appelle l'Eldorado africain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vis avec beaucoup d'Éthiopiens ici. Ça n'empêche pas aux Éthiopiens d'aller dehors. Ils partent dehors se chercher, mais ceux de l'intérieur ont un engagement nationaliste qui leur permet de tenir la main que la Chine leur tend. Dans cette vidéo, vous allez voir que les Éthiopiens acceptent chaque matin de venir au boulot, rester en rang, marquer les pas pour l'autodiscipline, chanter l'hymne, pas l'hymne national de l'Éthiopie, pas l'hymne national de la Chine, mais plutôt chanter l'hymne de leur engagement pour le développement. Ils le chantent chaque jour, ils font le sport chaque matin avant de commencer à travailler. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas voir au Cameroun. Quand les Chinois prennent un chantier au Cameroun, qui a fait que les Chinois ne puissent plus travailler dans leur propre chantier? Ce sont les Camerounais qui se plaignent, non? Ils disent on les maltraite au chantier, on leur fait ceci et cela parce qu'ils veulent tout ce qui est facile. Malheureusement, Bachir, quand on veut que tout soit facile, on doit aussi s'attendre au résultat de la facilité qui est l'échec. C'est comme ça. Si on veut vraiment se développer, qu'on soit prêt à accepter l'effort que le développement demande. Et ce n'est pas l'effort d'un homme d'État, c'est l'effort collectif. La population doit avoir le muscle intellectuel qui lui permet de sous-tendre ce développement-là. Malheureusement, on n'a pas ça chez nous. Mais beaucoup de pays qui ont le courage de le faire ne pleurent pas comme on pleure au Cameroun, comme on pleure en Afrique francophone. Je vous dis, chassez la Chine de nos pays, comme l'autre a dit, et vous verrez comment on va reculer de 200 ans. Parce qu'on croit que pendant que le temps passe, pendant que le siècle avance, les prédateurs réduisent leur manière. Non, ils multiplient leur manière pour nous dévorer d'ailleurs. La Chine, c'est un atout, mais nous devons être tous prêts à coopérer avec la Chine dans le sens d'un développement qui nous profite à nous-mêmes. Merci Bachir. Roche, avant de nous quitter, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Alain Roche, mais est-ce que dans cette relation sino-africaine, il n'y a pas des zones d'ombre, Alain Roche? Il y aura toujours des zones d'ombre. Les zones d'ombre, ça veut dire quoi? Il y a certainement un profit que la Chine se fait. Mais il faut se demander une chose. Dans une relation, si on dit gagnant-gagnant, ça ne veut pas dire qu'on gagne et la Chine perd. Oui. Mais si la Chine gagne et nous ne sommes pas prêts à gagner, n'accusons pas les autres. La Chine apporte beaucoup. Prenons le cas du Cameroun, qui est à côté de nous là. Combien de projets la Chine finance? Combien de Camerounais savent que ces projets-là manquent à beaucoup de pays qui sont pauvres et qui veulent décoller? Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous insultons ces projets à longueur de journée et nous ne faisons rien. Mais la Chine continue d'investir. Le président va là-bas, il rentre avec des investissements, des projets d'investissement. On les met sur place. Au lieu que nous nous accrochions à cela, pour avancer avec ce que la Chine nous donne, nous restons de côté, nous regardons comme si c'était pour quelqu'un d'autre et nous insultons. Voilà le projet de la fibre optique Bachir. Tous les pays de la sous-région en profitent aujourd'hui, mais les Camerounais ne savent même pas ce que c'est. En tout cas, docteur Edimo l'a relevé tout à l'heure. Hein. Ouais, merci beaucoup. Merci Alain Roche. Merci à vous également pour cet autre rapport à notre émission. Docteur Edimo, ma question, je vous la pose avant d'aller à Khartoum. Tout est OK avec nos envoyés spéciaux, justement, et je l'ai d'ailleurs posé tout à l'heure à Jamal.
La Chine, vous nous l'avez d'ailleurs dit, juste après la question de Pasteur Soa, qui ne s'engage pas sur les questions sécuritaires, les questions de défense sur le continent, en tout cas, même si elle s'engage, c'est, me semble-t-il, très peu. Du coup, comment commercer avec des États qui, pour la plupart, quand même, connaissent des problèmes d'insécurité? Aujourd'hui, même dans le Cameroun que nous essayons de vanter, en tout cas à travers les grands projets, on sait que le Cameroun a des troubles sécuritaires. La Chine s'est également ouverte à d'autres pays, comme la RCA, la RDC et tout ça. Pourtant, ce sont des pays également qui souffrent des questions sécuritaires. Ah oui, naturellement, c'est peut-être le point faible de cette coopération avec la Chine. La Chine ne s'engage en principe pas sur certains terrains. Ça, c'est un principe de base. La coopération chinoise avec qui que ce soit se limite ou est accentuée essentiellement sur le terrain économique et commercial. Les questions sécuritaires, les questions de défense, les questions même purement idéologiques et de géopolitique passent malheureusement au deuxième plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine, elle vous accompagne si vous mettez en place un cadre qui vous permet de travailler avec elle. Si vous ne le mettez pas en place, elle va ailleurs. Voilà, c'est ça un peu son principe. Très bien. Alors, on va donc aller retrouver nos envoyés spéciaux à Khartoum, la capitale soudanaise. Et c'est pour un sujet qui n'a pas de rapport, bien sûr, avec ce que nous disons, mais surtout avec la RCA. Et bien sûr, il s'agit de Guy Fondop et Tony Michael Menga, en direct de Khartoum. Bonsoir déjà, messieurs, et merci d'être là-bas pour la télévision panafricaine et pour nos téléspectateurs. Vous êtes donc à Khartoum où un accord de paix et la stabilité a été trouvé entre les représentants des différents groupes armés centrafricains. Et quelle est la situation sur place, messieurs? Oui, bonsoir Mohamed Béchi, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Nous sommes en direct de l'hôtel Provincia au Soudan où se sont déroulées, il faut le dire, ces négociations entre les chefs, les leaders des groupes rebelles de la Centrafrique et le gouvernement centrafricain sous l'égide, il faut le dire, du président Mohamed Béchi du Soudan et bien sûr avec la collaboration incessante de la diplomatie russe. Nous sommes avec Guy Fondop qui va revenir un tout petit peu sur cet accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on va accueillir la conférence de presse qui se fera dans quelques instants. Merci à vous, à Tony Michael Menga. Et donc rappeler que ce qui est à retenir de cet accord, c'est que c'est une très grande victoire pour la Fédération de Russie en Afrique qui a mené, qui a organisé ces négociations entre ces différents chefs de groupes armés ici dans la capitale soudanaise. C'est également une victoire pour le président Omar el-Béchir qui a lui-même coordonné les travaux. Il les a tous mis autour d'une table et il est resté avec eux pendant près de 48 heures pour que à la fin il y ait un accord et finalement il y a eu cet accord-là. Voilà ce qu'on peut donc retenir, ces deux dimensions de Michael Menga, une première victoire pour la Fédération de Russie et non pas une première victoire, une victoire pour la coopération russe, mais également une victoire pour le président Omar el-Béchir et aussi pour ces groupes armés qui ont finalement pu donc trouver un terrain d'entente pour la paix et la stabilité en République centrafricaine. Et il faut surtout préciser que ça fait longtemps qu'on attend que ces différents leaders des groupes armés du côté de la République centrafricaine s'asseyent autour d'une table. Ça a été très difficile de les déplacer. La Fédération de Russie, comme vous venez de le dire, avec Vladimir Poutine, le président Faustin Archange-Touadéra, ont travaillé ardument pour donner la possibilité à toutes ces personnalités-là, plus que ce sont des personnalités aujourd'hui du côté de la République centrafricaine, de se retrouver autour d'une table. Il faut quand même les citer. Ils étaient là, Noureddin Adam, que vous connaissez très bien, du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Il y avait aussi le général Maxime Mokome, le général Abdoulaye Hissène du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, et bien sûr Mahamat Al-Khatim, leader du groupe Unité pour la paix en Centrafrique, et bien sûr le général Ali Darassa Mahamat, et qui Fondop le précisait tout à l'heure, depuis 1996, la République centrafricaine vit des moments assez durs, mais maintenant avec ces débuts de solutions qui ont été trouvées par les différents leaders qui ont accepté de venir ici à Khartoum, on espère véritablement que la paix, ou en tout cas la Centrafrique, retrouvera le chemin de la paix, et ça sera évident, puisqu'après ça, il y aura
encore d'autres négociations. Les négociations vont se poursuivre sous le regard très important de l'Union africaine. Oui, sous le regard de l'Union africaine, parce que rappelez que c'est la médiation de l'Union africaine qui était jusqu'ici, et donc les participants à ces travaux également, les organisateurs ont tenu à dire que cette médiation, que les travaux de Khartoum ne venaient pas remplacer les travaux de l'Union africaine, et que voilà, cela venait simplement augmenter, donner un coup d'accélérateur à ces travaux-là pour que effectivement la République centrafricaine puisse recouvrer la paix, parce que eh bien, l'objectif ici n'est pas de dominer ou alors de passer, de dominer l'Union africaine. L'objectif ici, c'est simplement que la paix revienne en République centrafricaine. C'est ce qu'on a entendu, en tout cas, dans les couloirs de l'organisation de cet événement. Donc, reste plus maintenant que la suite. La suite, c'est que ces négociations vont se poursuivre après ces premiers documents de paix qui ont été signés aujourd'hui. Et c'est une très grande satisfaction, on l'a dit d'ailleurs il y a quelques instants, c'est une très grande satisfaction pour la coopération russe en Afrique d'ailleurs, pour l'organisation, pour la coordination des travaux sur le terrain. C'est un ambassadeur itinérant auprès du ministère russe des Affaires étrangères qui a été désigné pour venir donc coordonner tout cela pour le résultat que nous voulons présenter. Exactement. Et on va se séparer, mais tout à l'heure vous aurez d'autres informations parce que suivra le point de presse très important où chacun des acteurs pourra nous dire encore beaucoup de choses concernant ces accords qui ont été signés entre eux. Nous sommes là pour vous apporter toutes les informations nécessaires sur cet événement. Yannick Son-Guidiol, Michel Bondor, Abdoulaye Sadou, Guy Fondop qui est là à côté de moi, Tony Michael Menga à Khartoum pour Afrique Média. Allez, merci les gars, et surtout nous attendons justement, comme vous l'avez si bien dit, des réactions, pourquoi pas des participants. Vous avez cité Noureddin Adam ou encore Hussein et tous les autres. On attend juste de savoir ce qu'ils se sont dit. Docteur Edimo, on va faire une parenthèse, juste pour votre réaction. Vous savez, hier nous avons d'ailleurs fait une émission, Appel sur le continent, était consacrée à ce dialogue intercentrafricain qui a été délocalisé à Khartoum. L'Union africaine est allée avoir rencontré les différents groupes rebelles afin d'harmoniser leurs revendications. Et aujourd'hui, ils sont à Khartoum, donc. Et il faut le dire, la Russie était également aux commandes. Absolument. Je pense que c'est une initiative absolument louable. La Centrafrique, c'est malheureusement, pour le moment, le pays le plus pauvre du monde, pratiquement. C'est un pays qui est pourtant très riche. Très doté en ressources naturelles, que ce soit le bois, le cacao, le café, ou son diamant ou le pétrole et tout le reste. Malheureusement, il n'a pas pu jusqu'ici connaître la paix, connaître la stabilité politique qui permet à un pays d'avancer. Je pense que c'est un point historique. Aujourd'hui, on prend un tournant extrêmement important pour le réveil de ce pays. Je salue particulièrement le président national, M. Touadéra, qui est quand même le porteur de cette stratégie. On salue également la Russie qui prête vraiment main forte. Et je salue également l'Union africaine qui a mis en place la stratégie. L'Union africaine qui montre de plus en plus qu'elle connaît les intérêts, qu'elle sait de quel côté viennent les intérêts de l'Afrique, les intérêts de nos pays. Naturellement, je ne dis rien contre les autres qui n'ont rien fait jusqu'ici pour encourager cela. Malheureusement, le temps a voulu que ces groupes rebelles ou rebelles entre guillemets tendent à comprendre que la solution n'est pas dans la guerre, la solution est beaucoup plus dans la paix. Au lieu de se faire la guerre mutuellement, au lieu de prêter le flanc au discours qui les encourage à se déchirer, alors qu'ils sont des frères, ils ont choisi de se rapprocher et de vivre ensemble. Dialogue. Merci en tout cas, Dr Edimo. C'était notre parenthèse dans le cadre de cette émission. Et on reviendra en plus large dans nos prochaines éditions. Et pourquoi pas, dès que possible, nos envoyés spéciaux pourront revenir vers nous pour des nouvelles encore plus fraîches. En attendant, c'est avec les téléspectateurs qu'on échange sur donc, cette relation sino-africaine, comprendre les enjeux du sommet de Pékin. Monsieur Ewolo, bonsoir. Vous nous appelez depuis la ville universitaire de Soa, tout près de Yaoundé. On vous écoute. Oui,
Oui, je demandais depuis la ligne. S'il vous plaît, que les Camerounais ne cherchent pas à avoir un lit, on leur fait donner, on leur fait coucher une femme dessus. Si les Chinois viennent aujourd'hui au Cameroun de cuire les beignets, les Camerounais même font quoi? Peut-être on a déjà appris ces beignets et on ne le fait pas. Les Chinois viennent nous apprendre à cuire les beignets chaque fois. Mais nous sommes là en train de crier la famine. On veut que les Chinois construisent les routes en Chine et ils viennent seulement les poser au Cameroun. Ce qui n'est pas normal. Ce qui nous dirigent peuvent faire, c'est de demander la technologie. Si aujourd'hui les Camerounais ne travaillent pas, les Camerounais ne travaillent pas parce qu'on manque de technologie. Que les Camerounais sachent que les autres pays qui étaient avec nous avant ne nous ont rien donné. Et en Chine, actuellement, on voit au moins les routes. Et comme demande cette technologie-là qui feront travailler les Camerounais. Et moi, je pense que c'est ça le véritable problème. Si donc nos dirigeants vont en Chine, c'est l'une des choses qu'ils peuvent demander. Très bien. Je m'arrête là, Bachir. Merci, M. Ewolo, pour cette intervention. Et juste après vous, on va en Côte d'Ivoire. C'est Aristide qui nous appelle. Aristide, bonsoir. Oui, bonsoir, Bachir. Bonsoir, bienvenue. Je voudrais saluer le paléniste qui est sur le plateau actuellement. Voilà, docteur Edimo, bien sûr. Je voudrais vraiment lui dire merci pour ce qu'il nous montre, en tout cas ce soir. Je voudrais juste dire que la Chine, bon, aujourd'hui, moi, je vois un peu la situation comme une attitude opportuniste. Une attitude opportuniste. Bon, peut-être que c'est un peu trop fort, mais en 2010, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, à quelques jours, il était question que l'ONU change de présidence, et c'est la Russie qui devait passer. Mais la Russie avait déjà commencé même à prendre les devants par rapport à la Côte d'Ivoire. Malheureusement, avant même que les jours à venir, l'ONU ne puisse faire l'appellation des meubles que la Russie prenne, la France est intervenue rapidement pour pouvoir enlever le ballon. Mais on a vu déjà tout ce que la Russie a fait. Aujourd'hui, très souvent à l'ONU, on entend souvent la Russie poser des veto par rapport à la Côte d'Ivoire. Pour dire que la Russie fait beaucoup. C'est vrai, au niveau de la Chine, on ne va pas leur demander de faire ce que la Russie fait. Mais c'est ce que nous constatons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons que nous avons beaucoup plus de penchant vers la Russie. Maintenant, on ne va pas on ne va pas rejeter cette proposition de la Russie. La Chine est un grand pays. Il faut donc y aller. Et donc, parce que 1 milliard, 2 milliards d'habitants, c'est quelque chose d'important pour l'Afrique. Donc, il faut y aller. Mais seulement la question que je voulais poser à M. Dimou, est-ce que la coopération industrielle, c'est-à-dire technologique, est possible à ce niveau-là? Parce que jusque-là, le commerce, c'est bien, mais il faut bien qu'on nous amène au développement technologique. Voici un peu ma préoccupation. Très bien. Je vous remercie. Merci Aristide. Justement, je vais lire un message ici en rapport avec votre préoccupation. Tout d'abord, depuis le Togo, on nous écrit, donc la coopération avec la Chine est une coopération de façade et non de développement très fermée. Ces dits techniciens qui nous parviennent, ils exécutent leurs activités dans la discrétion totale, si bien que les autochtones ne voient et n'acquièrent rien, et comme par magie, l'on a tendance à voir les choses se faire d'elles-mêmes. Pas de transfert d'aucune technologie, c'est ce que nous vivons au Togo avec les Chinois. Ça, c'est un Togolais qui écrit. De l'autre côté, il y a un Camerounais, Dr Edimo, lui c'est Franklin depuis la ville de Yaoundé. Je crois que la coopération avec la Chine ne doit pas être prise comme une opportunité, dit-il. La réalité, la Chine cherche des débouchés. La Chine ne transfère pas de technologie, contrairement à l'Occident. Ça, c'est ce qu'il écrit en tout cas. Les chantiers chinois au Cameroun, les chantiers chinois n'emploient pas véritablement les Camerounais. Bon, c'est son point de vue. Maintenant, parlons avec vous de cette question des transferts de technologie, Dr Edimo. Nos messages et le téléspectateur précédent, quand on les lit, on les écoute, on comprend, selon eux, qu'il n'y a pas de transfert de technologie entre la Chine et les États africains. Ben écoutez, je ne sais pas de quoi ils le tiennent, hein, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des transferts de technologie. Les transferts de technologie, ça ne veut pas dire que le partenaire doit commencer à produire les mêmes technologies que le Chinois.
Ça veut dire il va se familiariser avec ces technologies, il va utiliser les équipements qui sont mis en place pour le bonheur de son économie nationale. J'aime toujours le dire, 60-70% des pans de l'industrie textile chinoise sont aujourd'hui délocalisés vers l'Afrique. Il y a des transferts de technologies. La question est de savoir aussi, quelqu'un l'a relevé, si les Africains sont disposés à travailler à des conditions spéciales. Il y a en fait beaucoup d'accords qui sont en train d'être passés depuis des années de création de zones économiques spéciales qui sont accompagnés par les politiques de développement chinoises. Nous le voyons au Togo, nous l'avons vu en RDC, au Cameroun, à travers la ville de Kribi, nous le voyons au Djibouti, nous le voyons un peu partout. Ces endroits sont des endroits où devront s'opérer ces transferts de technologie. Je rappelle toujours que transfert de technologie ne veut pas dire que vous copiez, que vous produisez la même chose que le partenaire. Non, non. Ça veut tout simplement dire qu'on vous met dans des conditions qui vous permettent d'entrer dans les chaînes de valeur internationales. Par exemple, la Chine qui va produire, peut-être délocaliser les capacités, plutôt les capacités de production automobile vers le Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bon, on va rassembler des voitures, il viendra du fer venant peut-être de Balam, il viendra des moteurs venant de Shanghai, il viendront des plastiques venant du Kenya, etc. etc. En fait, c'est toute une chaîne de valeur et chacun trouve son intérêt dans un créneau spécial. Donc, il faut bien qu'on soit très précis. On ne va pas en un seul jour ou en une année ou en une décennie faire ce que les autres ont pu faire en 10 décennies. Très bien. Merci en tout cas, et la précision en valait la peine. Merci Dr Edimo. On retourne au standard avec Traoré qui nous appelle du Burkina Faso. Allô Traoré? Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Bachir Ladan, le meilleur journaliste du monde. Merci à votre invité sur le plateau, monsieur Dr Edimo. Merci au standard, à toute l'équipe qui travaille pour les Africains. J'ai l'habitude de dire que vous êtes les dignes fils d'Afrique et votre œuvre est salutaire. C'est à travers votre œuvre que l'Afrique pourra s'épanouir. Alors, vous êtes en train de jeter les bases du futur de l'Afrique et je vous encourage pour ça. Nous sommes ensemble, nous vous soutenons. Alors, ceci étant dit, sur la question qui est sur la table, à savoir la coopération avec la Chine, les interventions de la Chine en Afrique, je veux y associer également l'œuvre salutaire de l'intervention de la Russie au niveau de Centrafrique dans la mise en place de leur armée. Alors, ce que je veux mettre dans des dispositions de se développer lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui, d'ailleurs, va venir pour nous développer. Quelle que soit la technologie que l'on rapporte d'ailleurs, c'est toujours pour le profit de l'extérieur. Tant que nous ne serons pas développer notre propre technologie, il n'y a pas de copier-coller. Les Chinois, si nous attendons 100 ans avec la coopération chinoise à l'allure où nous allons, nous risquons de les décrier tel que nous aurons décrié le colonialisme et le néocolonialisme. Certes, eux, ils ne sont pas colonisés, mais c'est une autre forme. Si nous ne changeons pas de comportement, d'attitude, d'apprentissage. Alors, ceci étant dit, je dirais qu'à propos de la coopération avec la Russie, par exemple, tous les pays africains devraient être derrière l'œuvre que la Russie mène en Centrafrique pour la reconstitution de l'armée centrafricaine. En réalité, c'est-à-dire en un mot comme en une, que c'est à nos armées africaines de construire l'armée centrafricaine. Là, si je dis centrafricaine, c'est l'armée de l'Afrique. C'est sur ce propos que je veux dire que nous devons avoir une mentalité de nous développer nous-mêmes. Sankara disait que, moi, il veut l'aide, il lui permet de se passer de l'aide. Quand on vous assiste, sachez vous passer après de cette assistance.
C'est sur ce mot que je veux retirer mes remerciements à tout ce que vous faites, à cette gigantesque œuvre de libération de l'Afrique. Je vous remercie beaucoup. Allez, merci à vous également, M. Traoré, depuis le pays des hommes intègres, bien sûr. Et on va prendre un avant-dernier appel, Dr Edimo. Et c'est Lunus Lorient Fogap qui nous revient. Lunus, pour une précision, c'est ça, Lunus? Allô? Oui, Bachi, c'est pour une précision. D'accord, on vous écoute. Oui, Bachi, oui, justement, c'était pour une précision, pour dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le frère Alain Roche-Kacha, qui est revenu sur un certain nombre de choses, mais je voudrais lui dire, Bachi, que moi j'ai eu l'occasion de lire le célèbre ouvrage d'un monsieur qu'on appelle Ebenezer Jobwale. Le titre s'intitule « De la médiocrité à l'excellence ». Et dans ce document, cet essai, le professeur Ebenezer Jobwale pose une question fondamentale. Par quel type d'homme est-ce que le développement passe? C'est ça la question que Ebenezer Jobwale se pose dans ce livre. Par quel type d'homme est-ce que le développement passe? Et si on retourne ça au niveau institutionnel, par quel type de dirigeant est-ce que le développement doit passer? Ce n'est pas des dirigeants courageux, pas des dirigeants visionnaires, pas des dirigeants responsables. Il a pris le cas de l'Éthiopie. Il a pris le cas de l'Éthiopie. Mais je vous ai dit tout à l'heure que l'Éthiopie ne laisse pas l'essentiel de ses ports, je ne sais pas de quoi, aux étrangers. N'acceptez pas que les étrangers vendent le carburant dans d'autres. Ce sont des actes responsables qui favorisent le développement dans un pays. On ne peut pas être dans un pays où chacun... Mais dis donc, je ne sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Je ne sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça. Mais on appelle pour dire que c'est parce que les gens sont couchés dans leur chambre qu'on n'avance pas. Il faut arrêter ça. Ça n'avance pas le pays. Vous êtes toujours en train de noyauter, Merci, Lunus Fogap. Merci, en tout cas. Allez, on va pas faire une querelle avec Alain Roche, en tout cas. Merci pour la précision. Et le dernier appel, Adrien, qui nous appelle? Allô? D'accord. Et on revient donc sur le plateau. Ce sera avec vous, Dr Edimo, pour un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre dans cette relation qu'il faut revoir? Et si oui, comment les améliorer? Nous sommes à quelques jours, en tout cas, du sommet. Ben, enfin, sincèrement, je pense qu'il y a certainement des zones d'ombre, mais les zones d'ombre font partie également de la vie. Hein. Il n'y a jamais une coopération sans zone d'ombre. Certaines zones d'ombre d'aujourd'hui seront peut-être éclairées demain. Oui. Je pense qu'il faut souvent rester patient et compréhensif. Un pays ne peut pas en même temps être en train de rechercher à avancer et dans cet élan cherchant également à vous tirer avec lui et vous lui demandez en même temps de veiller à votre sécurité. Je pense que c'est beaucoup trop demandé à un pays qui ne s'agresse pas à un pays, mais qui s'agresse à tout un continent, donc à 54 pays. Imaginez la Chine en train de faire le sapeur-pompier, de veiller à la sécurité de toute l'Afrique. Je pense qu'il faudrait quand même être 10 fois la Chine pour pouvoir le faire. Je pense que c'est beaucoup plus sage de rester dans son couloir, de permettre que la Russie fasse le travail qu'elle fait, que nous apprécions beaucoup, qu'elle est en train de faire en Centrafrique, qu'elle développe un peu partout, qu'on a vu faire depuis quelque temps aussi au Zimbabwe, du côté du Madagascar, on la voit présente. Donc, je pense que chacun a son clavier sur lequel il peut surfer librement. Je ne pense pas qu'il faut demander trop de choses à la Chine, qui fait déjà beaucoup, vous l'avez énoncé, 10 milliards d'investissements en 2000 et aujourd'hui on est arrivé à 170 milliards. Je crois que c'est beaucoup, ça montre quand même qu'il y a une volonté d'avancer de son côté, mais d'avancer avec ses partenaires d'hier, parce que en fait la Chine nous perçoit aussi comme des partenaires qui avons vécu dans le sous-développement. Et quelqu'un l'a souligné aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté. L'essentiel de ces personnes, c'était les Chinois. Une partie, c'est des Indiens
En effet, chez nous, la pauvreté, on se traîne encore à sortir de la pauvreté, alors encore que pendant une quinzaine d'années, donc de 2000 à 2014, nous avons quand même connu nos 15 glorieuses avec des taux de croissance extraordinaires, mais nous n'avons pas pu diversifier nos économies. Mais malgré tout cela, la Chine ne nous a pas tourné le dos. Elle a dit, nous sommes ensemble dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Donc voilà, merci. Merci docteur Edimo. En tout cas, nous restons donc regardants. Nos dirigeants, pour la plupart, ils sont déjà à Pékin. Un message de Gérald depuis Yaoundé. Je pense que la Chine cherche à se débarrasser de ces et de s'enrichir au Cameroun parce que les entreprises chinoises ne recrutent pas les Camerounais et elles ne sont jamais prêtes pour transférer leur technologie. C'est encore cette question des technologies. C'est Gérald depuis Yaoundé. Et le dernier message, Alain Roche-Ngantia, les dirigeants les plus courageux ne peuvent pas mobiliser un peuple endormi. Sankara a fait que les Burkinabés construisent leur chemin de fer avec leurs mains nues. Malheureusement, au Cameroun, ce n'est pas possible. Beaucoup de nos compatriotes sont paresseux. C'est ce que dit Alain Roche-Ngantia. Merci, docteur Edimo. On vous retrouvera certainement dans nos éditions du week-end. Merci à toute l'équipe technique avec laquelle nous avons travaillé ce soir encore pour la cause africaine. Merci à tous ceux qui nous ont appelés et ceux qui continueront à le faire. Un grand merci à nos envoyés spéciaux à Khartoum, Guy Fondop, Tony Michael Menga, Yannick Song, Michel Steven Bondo, Abdoulaye Sadou, que nous retrouverons également certainement avant les dernières heures de la nuit pour plus de précision. Bonsoir à tous. L'Afrique média veut libérer l'Afrique. Vous savez, vous êtes une position internationale, il faudrait qu'à l'international constate